Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux internautes derrière leurs écrans. Alors, petite information pratique, si vous pouviez éteindre les portables, et mettre en mode silencieux ou avion, ça évitera quelques désagréments. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas fait. Donc, ce soir, je suis 3 fois heureux de cette soirée. D'abord parce que nous recevons Tassalit Yassine, qui n'était pas venu à la CB physiquement in situ depuis quelques temps, même si nous avions fait ensemble deux visios autour de livres récemment, que vous avez récemment piloté autour de Mouloud Mamri le premier et autour d'entretiens inédits publiés et réalisés à l'époque par Abdelmalek Sayad. Heureux aussi de vous accueillir, monsieur Hervé Sanson, c'est la première fois, je ne vous connaissais pas, donc on élargit le cercle des amis et des contributeurs potentiels, donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est bien entendu Mouloud Feraoun. C'est pas de moi dont il est question, mais enfin, il fait partie de la plus haute marche de mon panthéon personnel en tant qu'homme et en tant que co-auteur. Donc je suis même un peu une groupie de Feraoun. Donc j'ai toutes les raisons d'être heureux ce soir. Juste, je ne vais pas être trop long parce que on est là pour à peu près 1h, 1h15. Je vais tout de suite poser la première question. Je pensais donner quelques éléments biographiques de Feraoun, mais je pense que la plupart des gens ici connaissent. Et la première question que je poserai à mes deux invités, c'est comment est venue l'idée de ce livre? Parce que ce ne sont pas les actes d'un colloque ou autre. Alors donc pourquoi et comment est venu ce livre et pourquoi? Oui, ce livre en fait, au départ, c'était un numéro de revue. Donc voilà, il y a la revue Awal qui existe depuis 1985 et on a pensé qu'il était important de consacrer un numéro à Feraoun. Le deuxième point, pourquoi? C'est en fait, nous sommes au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et il se trouve que c'est aussi le 60e anniversaire de l'assassinat de Mouloud Feraoun. Et bon, en tous les cas, moi, comme algérienne, comme quelqu'un qui travaille sur les intellectuels, j'ai déjà travaillé un peu sur Feraoun dans Chacal. Mais disons que j'avais en fait une espèce de dette envers Feraoun parce que je ne savais pas par quel bout le prendre. C'est une histoire qui est douloureuse. C'est un homme à qui on n'a pas su rendre hommage, véritablement, disons, voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui a été connu, bien sûr, mais qui a été mal, voilà, on peut dire qu'il a été très desservi par la critique algérienne des années 70. Donc voilà, il m'a paru important en 2022, il était important donc de revenir sur cet épisode et de comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et comment Feraoun en fait va marquer toute la génération d'intellectuels que l'on va critiquer aussi par la suite et que c'est important de comprendre cette période-là. Et je ne voulais pas faire du littéraire, même s'il y a parmi nous des collègues qui ont produit des articles de littérature, mais c'était surtout donner un éclairage multiple de l'histoire, de la politique, de la pédagogie, de tout ce que vous voulez, en fait, tous les autres aspects qui ne sont pas connus de Feraoun, et aussi élargir à des contributeurs multiples, que ce ne soit pas seulement des Algériens ou des Français. En fait, voilà, donc vous avez vu un petit peu, il y a des Français, il y a des Algériens, il y a un Anglais, il y a je ne sais plus qui encore, un Allemand, il y a un Italien, etc., etc. Donc comment éclairer? C'était l'éclairage multiple, comme si on ne le connaissait pas assez. Et je crois qu'on ne le connaît pas encore assez parce qu'on ne l'a pas lu vraiment comme il se doit, quoi. Il n'y a pas que le fils du pauvre, il y a beaucoup d'autres travaux de Feraoun qui sont importants, qu'il faut relire aujourd'hui, justement grâce à l'apport des archives, comme l'a fait ici Emmanuel Sacriste qui est là, grâce à la sociologie, comme l'a fait Faguer, jusqu'à présent, voilà, et grâce bien sûr à la littérature, Zineb Ali Ben Ali pour en parler, enfin, etc., etc. Donc voilà, c'était ça. Et donc je vais parler d'abord à Lahlou qui est là, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la littérature et c'est aussi quelqu'un qui est du village de Feraoun. Donc il a, enfin,
comment est-ce qu'il l'a perçu? C'était tellement fort pour lui qu'il n'a pas pu écrire Pharaoun. Mais ça ne l'a pas empêché de contribuer à l'ouvrage, et bien sûr, le compagnonnage d'Hervé Sanson, avec lequel en fait je travaille depuis qu'il était étudiant, depuis qu'il était doctorant jusqu'à maintenant, sur ces questions-là. Et donc voilà, notre intérêt, c'est vraiment pas faire de la littérature pour faire de la littérature, non pas que la littérature soit pas intéressante, mais Pharaoun est un romancier, mais c'est aussi un intellectuel. Or, un intellectuel, on ne peut pas le lire simplement par le prisme du Fils du pauvre ou d'Intervention. Encore une fois, c'est fantastique. Mais c'est surtout ce point-là. En tous les cas, moi, c'est ce que je voulais faire. Et j'espère avoir payé ma dette de certaine façon. Oui, oui. Oui, alors je vais essayer, enfin je vais peut-être compléter un peu ce que disait Tassadit, auquel je souscris totalement. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, pourquoi Pharaoun en 2022, outre le contexte historique, politique dont a parlé Tassadit, c'est aussi que, et ça rejoint ce que disait Tassadit tout à l'heure par rapport à cette critique algérienne, qui a été partiale, qui a jeté un regard réducteur sur cette œuvre. À un moment donné, on aura l'occasion d'en reparler. C'est également que depuis les travaux, on va dire, du tournant des années 2000, je pense aux travaux de Martine Mathieu-Job, par exemple, alors là c'est plutôt sur le versant littéraire, mais qui a relu cette œuvre sous l'angle littéraire en montrant qu'elle était faussement simple. Hein, ça, on peut en reparler. Moi, j'y tiens beaucoup, je suis un littéraire, donc évidemment, il faut en finir avec cette dénomination, le romancier ethnologue, l'écrivain à l'écriture facile, simple, c'est totalement faux. Et quand on voit, on aura l'occasion d'en reparler, et on a un article justement à orientation génétique dans le volume. Oui, donc, à partir des manuscrits, nous expliquer ce que c'est, parce que vous êtes spécialisé dans la génétique. Alors la génétique des textes, c'est en fait appréhender, analyser une œuvre en prenant en compte tout le processus de genèse et donc les différents états préparatoires de cette œuvre. Donc en passant par les notes préparatoires, les manuscrits, les tapuscrits, voilà, tous les états. Et quand on voit, alors peut-être que chez certains écrivains, ça ne donne pas des résultats incroyables, c'est selon les... Mais en tout cas, c'est très parlant chez Pharaoun. Même s'il raturait très peu, parce qu'il réfléchissait beaucoup avant d'écrire, et donc il y a peu de rature, mais pour chaque œuvre, on a 3, 4 états différents. Puisque j'ai eu la chance, je pensais que Carolina Restac serait là ce soir, mais je ne la vois pas, mais j'ai eu la chance de faire partie, il y a 8 ou 9 ans, d'une mission à Alger, qui a inventorié le fond les archives Mouloud Pharaoun, et donc d'avoir les cahiers de Pharaoun entre les mains des différentes œuvres, et on voit combien tout est calculé, combien réfléchi en termes de structure, de composition, voilà, donc c'était absolument pas une écriture simple. Et donc l'idée, c'était, après les derniers travaux de Martine Mathieu-Job, qui moi me semblait novateur, en tout cas sur le plan littéraire, Robert Elbaz également, depuis 20 ans, en fait, en tout cas sur le plan des publications, il n'y avait pas énormément de choses. Alors peut-être, on en parlait d'ailleurs avec Emmanuel Sacriste, peut-être sur le plan des mémoires, des thèses, il faudrait voir, il y a peut-être des choses qui se sont faites. Mais en tout cas, je parle des publications, depuis 20 ans, il y avait finalement peu de choses. Et donc il nous est apparu, à Tassadit et à moi, voilà, on s'est dit que c'était le moment de réinterroger cette œuvre, peut-être d'apporter de nouvelles choses, en tout cas d'essayer et d'interroger selon différents angles. Et donc justement par rapport à l'évolution de l'écriture et même de la pensée de Pharaoun, il faut signaler, je crois que déjà au niveau du titre, le premier titre qu'il a donné au Fils du pauvre, c'est Menrad, l'instituteur kabyle. Donc voilà, tout est dit, et c'est après, donc quand il va le reprendre, que ce roman, Le Fils du pauvre, va s'appeler Le Fils du pauvre. Donc là, si on ne va pas chercher, on ne peut pas savoir, en fait, ce qu'il en est exactement. Donc il faut vraiment, maintenant, retourner aux archives, aux différents manuscrits. On a retrouvé aussi, je crois que c'est là qui a retrouvé un manuscrit, le premier manuscrit sur... où il expliquait justement... le titre, le Menrad. Non, c'est dans les archives. C'est dans les archives, voilà. Donc, moi, je crois que ce sont des choses qu'il faut faire connaître aux jeunes, aux intellectuels, parce que je pense qu'il a été injustement traité, quoi. Maltraité. Et puis surtout, évidemment, il y a tout l'intérêt de ces multiples disciplines, multiples approches, axes de travail, etc.
vous avez cité sociologie, littérature, genre, quelque chose qui n'est pas connu du tout, cet aspect-là. Mais il y a deux choses qui me semblent aussi importantes, et son travail aussi, on y reviendra sur les livres scolaires, le rapport à la pédagogie. Ce qui me semble aussi patent dans la lecture de ce livre, c'est qu'il y a une dimension humaine extrêmement forte. Ce qu'il vit au quotidien, on ne l'imagine pas. Enfin, quand on a lu le journal, bien évidemment, on se dit c'est pas facile, mais là, ça ressort avec encore plus de force. Et c'est aussi cette finesse d'analyse. C'est quand même quelqu'un d'extrêmement fin. C'est peut-être ça aussi qui est le plus dérangeant, c'est-à-dire qu'on l'a tellement minoré qu'on a fait tomber le bébé avec l'eau du vin, et on oublie exactement le fait que c'est un vrai penseur. Et c'est un penseur, comment dire, urgentissime aujourd'hui. Ouais. Alors où on est dans les dichotomies, on est dans la facilité, alors que lui il prend compte des situations, on se met à la place pense le mouvement, pense... Exactement, oui. Alors là, c'est très bien que vous souleviez cette question, parce que justement, Feraoun a été lu sans prendre en compte le journal. Et la première fois, je crois, c'était l'une des premières fois où à Lima, il y a, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans, avec Zineb, on s'est dit, nous, c'est le journal. On ne va pas faire autre chose, c'est le journal. Pourquoi? Parce que le journal de Feraoun, en fait, est le seul document, on peut appeler ça littéraire si on veut, mais ce n'est pas que la littérature, qui existe sur la guerre d'Algérie. C'est le seul. Donc c'est quelqu'un qui va commencer son journal, je ne sais plus, en 55 jusqu'à la veille de son décès. Et avec lui, on suit justement l'évolution de la guerre d'Algérie. Et là où ce que tu dis est vrai, c'est que c'est pas un militant ordinaire, hein, c'est pas quelqu'un qui va se battre avec des tracts ou avec une kalachnikov, c'est quelqu'un qui pense la société. Il pense la société dans sa diversité et dans sa complexité. Et ce qu'on ignore, c'est que c'était un combattant au quotidien, c'est-à-dire qu'il va défendre ses élèves qu'on va torturer, qu'on va arrêter, hein, mais aussi il va essayer de faire face comme un homme kabyle, bien situé dans la société, et donc il est constamment dans ce mouvement de, comment te dire, d'intermédiaire ou de, je sais plus comment on dit, mais sans rien cacher. Évidemment, l'horreur de la guerre et l'horreur de l'armée française est décrite, et là je vous renvoie à l'article de Sacriste, il faut vraiment le lire, parce que je dois avouer que j'ai connu ça, mais je croyais que c'était spécifique à mon école à l'époque. Qu'il y ait des salles de torture à côté des salles de classe. Moi je l'ai vécu, mais je pensais que c'était un hasard, on ne peut pas savoir. Et alors là, quand je l'ai lu chez Sacriste, j'avoue que j'en ai pleuré, parce que c'est évidemment tout ce qui était refoulé qui ressort. Quand il écrit à son administration en disant que la boue, le sang et la boue se mélangent, vous voyez, et qu'il ne peut pas être instituteur de... Vous écoutez, fermez-le. Elle est coupée 3 fois, il revient, je sais pas. Voilà. Et qu'il ne peut pas accepter une école française qui accepte cette situation. Donc, et moi, je crois que c'est vraiment un combat incroyable de sa part. Et ensuite, donc, la critique qu'on lui fait, mais on ne sait pas, personne ne peut imaginer ce qu'est d'abord instituteur, et pas seulement instituteur, quelqu'un qui est engagé sensible en Kabylie pendant la guerre. Voilà. Être dans un village kabyle, c'est être dans une boîte de verre, donc on savait tout ce qu'il faisait. Toutes les positions qu'il prenait, ses élèves, la parentèle qu'il protégeait, les relations donc, entre l'armée française et la population, et le FLN aussi, qui venait toquer à sa porte le soir. Donc voilà. Donc tout ça, Feraoun a vécu ça. Ça n'a pas été, ce n'est pas la même chose à Alger. Bon, il y a encore d'autres problèmes, mais en tous les cas, il a vécu la guerre dans sa chair, dans sa famille, et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il est parti au Clos Salambier, n'est-ce pas? En 57. Oui, donc voilà. Alors si on ne dit pas tout ça de Feraoun, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas admis non plus les injustices du FLN. Et ça, on ne lui pardonnera pas, alors que le journal n'était pas destiné à être publié. C'était un journal, en fait, il écrivait pour lui-même. Donc on se demande quand même comment, au niveau de l'intelligence, au niveau des intellectuels, moi ce qu'on ne peut pas comprendre, que Feraoun n'est pas un militant FLN, hein. Il n'était pas collaborateur, même si après on va lui faire une... voilà. Mais c'était quand même un penseur, c'était quelqu'un qui était engagé, mais véritablement engagé vis-à-vis de son peuple,
Il le sera plus après Alger, là, ça va sortir, et il écrira des choses plus, comment dirais-je, plus précises par rapport à l'indépendance. Il le dit, entre la France et l'Algérie, c'est le divorce, c'est pas possible. Il le dira bien plus tard, avec force, mais tant qu'il était au village, je pense qu'il essayait de négocier, quoi. De négocier, d'avoir une stratégie où il était avec les siens d'accord, mais voilà, donc on ne déclare pas la guerre, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'était pas favorable aux siens. Donc là, je pense que c'est très important, et je vous dis, il y a seulement 3 ou 4 ans, avec Zineb qui est là, on s'est dit, ben nous, on fera le journal, parce que personne ne l'a lu. Et comment est-ce qu'on peut juger Feraoun sans avoir lu le journal? Et maintenant, comment est-ce qu'on peut lire Feraoun sans chercher dans les archives, puisque les archives sont déclassées et qu'on peut avoir toute la documentation possible. Ouais, j'ajouterais, je rebondis sur ce que tu disais, quand effectivement, pendant très longtemps, enfin la majeure partie de la guerre, il ne pensait pas du tout à publier le journal, mais vers la fin, il se demande, justement, il a peur d'être accusé. Il se dit, on va peut-être dire que je suis un lâche, c'est peut-être le moment de le publier, ce journal. Hein, il en parle à partir de 61. C'est ça, 61. Alors, juste une question sur les... justement, c'est peut-être une question qui relève de la méthodologie, mais pour le coup, vous travaillez, le journal est extrêmement présent dans l'ouvrage. Il y a aussi des recensions de livres, je pense au papier de Cécile Boulani, etc. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, un gros travail autour de la correspondance, autour de la correspondance professionnelle en particulier, où on voit effectivement quels sont ses points de vue, comment il se défend, comment il défend ce qu'il considère devoir défendre. C'est quand même cette dimension-là où on perçoit à la fois dans quel climat de tension il devait vivre et quelle force il avait, et puis surtout il a une façon de... Alors c'est sûr, c'est pas un va en guerre, mais lorsqu'il dit son fait, y compris à Camus ou à d'autres, il le dit. Tout à fait, c'est plus sérieux. Oui, alors je tu reprends rapidement. Donc moi, si vous voulez, moi, je pense que Feraoun était un intellectuel au sens véritable du terme et qu'il avait des relations avec des intellectuels aussi bien en Algérie que dans le monde. Et il y a 2 intellectuels qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai travaillé et que j'aime beaucoup, c'est Germaine Tillot. Et Feraoun a mouillé sa chemise, comme on dit, parce que les centres sociaux, même si, disons, les Français, on va dire, puisque je généralise comme ça, hein, les voient un peu, voilà, c'est le soutien aux musulmans, au FLN, et évidemment, mais le FLN, non, au contraire, ils les voient comme des centres qui faisaient plutôt le jeu de la France. Donc être déjà dans cette situation, c'est vraiment compliqué. Mais Feraoun a été là. Et ces centres sociaux, on a beau dire aujourd'hui, donc je sais que les fervents disons les gens qui sont pro-FLN pensent toujours que, voilà, que c'est quelque chose de pas assez engagé, mais c'est faux. C'est-à-dire que des gens qui ont travaillé sur le terrain. Et Feraoun, à l'école, que ce soit Kabylie, que ce soit Alger, son engagement, c'était d'abord d'enseigner. C'était de passer, de transmettre quelque chose aux Algériens, aux générations futures. Et dans les centres sociaux, même si encore une fois on les voit comme ça aujourd'hui, dans les centres sociaux, c'était ça aussi. C'est donner du travail, former les jeunes, comment dirais-je, essayer de les émanciper. Et donc voilà, et ça c'était un gros travail, même si évidemment, je vous dis, c'est critiqué. Et donc, avec Germaine Tillon, ils étaient la main dans la main. Et Germaine Tillon aussi, on a beau la critiquer, mais c'était une grande humaniste, même s'il était effectivement pas engagé pour l'indépendance, mais elle était engagée, si vous voulez, contre la colonisation. Elle n'était pas pour la colonisation, elle n'était pas pour l'indépendance, mais elle était pour ce qu'on appelait à l'époque l'associationnisme. C'est-à-dire que l'Algérie soit largement autonome, et voilà, donc que la France puisse continuer à aider l'Algérie pour qu'elle ne meure pas de faim. Bon, ça c'est elle qui le dit, c'est pas moi, mais humainement, elle était très engagée, quoi, vis-à-vis de la population, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la culture, ça on ne peut pas lui enlever. Et il était aussi très attaché à un homme qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui allait le voir chez lui, qui passait des nuits à bière avec lui, parce que Bourdieu à l'époque enquêtait sur la Kabylie. Et Feraoun a été un de ses informateurs. Il y a d'ailleurs 2 lettres qu'on a publiées là. Et là, j'ai le témoignage de Bourdieu qui disait que c'était l'Algérien le plus enraciné, hein, et le plus authentique
de l'Algérie. Donc je ne peux pas vous dire plus. Et donc voilà, en étant avec ces deux grandes figures, et bien évidemment Camus au départ, ils étaient très liés. Et bien sûr, à la fin, évidemment, la position de Feraoun est indépendantiste et pas celle de Camus. Il y a aussi Robles. Et Robles, donc, il est resté jusqu'à la fin en amitié avec Feraoun, même si aujourd'hui, je ne sais pas, on raconte toujours des choses, mais moi j'ai connu Robles par la suite. Il m'a toujours tenu des propos tout à fait élogieux et vraiment admiratifs de ce qu'a fait Feraoun. Maintenant, dans l'édition, est-ce qu'on pouvait tout dire? Est-ce qu'on pouvait tout publier avant la guerre? Ça, je ne sais pas et je pense que je ne le crois pas. Continue. Oui, bah, c'est-à-dire, effectivement, ce à quoi tu fais référence, Tassadite, mais effectivement, on n'a pas d'éléments vraiment probants, on a des hypothèses ou différentes. C'est effectivement, on sait très bien que le Fils du pauvre, au départ, était plus important que la version qu'on connaît, parue au Seuil en 54. Il y avait cette troisième partie qui apparaissait plus engagée, puisque dans cette partie, Feraoun transpose, dans la fiction, évoque le 8 mai 45, la répression du 8 mai 45. Donc effectivement, cette partie ayant été retirée, mais apparemment le Seuil lui a demandé de resserrer le texte, effectivement, il y a certains bruits aujourd'hui qui tendraient à dire que Robles a censuré Feraoun. Voilà. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas parce que j'ai pour témoignage l'article de Jean Ambrouche, après les émeutes du 8 mai 45, qu'il a envoyé à Combat. Et ce texte n'a jamais été publié, justement, où Jean Ambrouche se rendait en Kabylie, je ne sais pas, une semaine après, et il avait un reportage. Et ça n'a jamais été publié par personne. Je l'ai publié en 94, donc on peut quand même comprendre le contexte. Alors on ne tient pas compte du contexte, c'est grave ça. Et justement, moi j'aimerais bien, je ne sais pas si la question est prévue, c'est une question pour nous ou pas. Quel est le prétexte qu'on va sortir pour porter atteinte à Feraoun, justement? Je ne sais pas si la question est... Je crois que c'est l'objet du livre, en tout cas. Ouais, c'est en tout cas. Et vous avez un peu abordé le sujet. Littérature ethnographique, petit instituteur de province. C'est le pense-petit C'est le pense-petit du village, voilà. Oui. C'est les suspicions sur son engagement pour l'indépendance, Oui. etc. Tout ça, c'est les critiques ou alors le style aussi, on parle de son style comme style simpliste, d'écolier, etc. Misérabiliste. Alors misérabiliste, alors que je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, il paraît qu'il s'est mis à écrire ce qui s'appelle Le Fils du pauvre. Après avoir demandé à Robles d'écrire sur les Kabyles, Robles lui aurait dit ce n'est pas de le faire, mais aussi parce qu'à la lecture du fameux reportage de Camus, Misère de la Kabylie, il avait justement envie de donner une autre image, ça c'est sien, autre que effectivement misérabiliste pour le coup. Oui, bah c'est ça d'ailleurs, je rebondis. Effectivement, il a commencé le manuscrit, enfin le premier état du Fils du pauvre, le premier état manuscrit, c'est 1939. Il commence en 1939 à travailler à cette œuvre. C'est drôle. C'est l'année où Mamry a écrit La Mais Société de la... je voulais rebondir juste sur ce que vous disiez. Et effectivement, pourquoi on a interprété, enfin, pourquoi il y a eu cette réception de Feraoun, notamment en Algérie, pendant très longtemps déjà parce que Feraoun, il est circonscrit, il se trouve qu'il a été assassiné en 62, donc son parcours se trouve dans une grande mesure circonscrit à la période de la guerre, et donc il est forcément jugé à cette aune. Et comme c'était un homme de la nuance, qui se méfiait, qui n'était absolument pas dogmatique, qui s'écartait de tout ce qui était doxa, etc., on sait très bien qu'en temps de conflit, on est dans un camp ou on est dans un autre. Oui. Et dès qu'on exprime une pensée un peu complexe qui nuance, on voit très bien, je ne vais pas faire référence à l'actualité en ce moment, mais enfin voilà. Si, on peut, je crois qu'il faut... C'est compliqué. Non, moi je dirais que justement ce qui est paradoxal, et moi ce qui m'a toujours frappé, c'est comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui a été assassiné. S'il a été assassiné, c'est bien pour quelque chose. Ils ont pris les meilleurs. L'OS a assassiné les gens les plus engagés. Vous comprenez? Alors donc, je ne comprends pas cette intelligence mesquine qui fait que... Maintenant, il y a aussi autre chose quand même qui est très important. Très important, je crois qu'il faut le dire, sinon c'est pas la peine. C'est que Feraoun, on l'a aussi accusé, justement,
d'être pro-français, si vous voulez, ou assimilé, tiens, le mot c'est assimilé, parce qu'il a eu l'honnêteté de remercier l'école laïque. Comme s'il pouvait être formé ailleurs. Voilà. Et Camus a remercié son monsieur Germain, qui est jeune instituteur. Et on est tous dans des remerciements. Donc moi, je peux remercier des gens qui, à un moment donné, m'ont ouvert les portes. Alors, donc, le fait de remercier l'école laïque, c'était en fait une trahison. Alors que lui, il était dans, comment dirais-je, dans la reconnaissance, voilà, et c'est vrai que c'est grâce à l'école laïque. Mais ça n'empêche pas d'avoir des mots très clairs. Voilà, des mots très clairs. Et l'actualité de Feraoun, on l'aura le mois prochain avec Xavier Leclerc, qui pose la même question, c'est-à-dire effectivement fidélité à ce qu'il aime, parce qu'il dit aimer la France, tout en brossant un portrait de son père, où il ne cache rien des mensonges, du mensonge colonial ou de la situation de l'immigration. C'est pour dire que beaucoup de thèmes chez Feraoun sont d'une actualité urgentissime. Juste une dernière question par rapport à, est-ce que le fait qu'il soit kabyle a interféré, comme par exemple le fait qu'Assia Djebar était une femme, parce qu'elle aussi, lorsqu'elle a sorti la soif, c'est ça, si je me trompe pas, on lui a traité de petite bourgeoise, etc., avec ses problèmes des bourgeois. Est-ce qu'il y a effectivement une lecture parallèle qui peut être faite? Il y a le fait qu'il soit kabyle, bien sûr, et il y a le fait aussi qu'il va y avoir toutes les critiques idéologiques nationalistes, eh ben, où on est dedans, où on est dehors. Donc le fait qu'il soit kabyle, comme si il pouvait décrire un autre contexte que celui dans lequel il a vécu. Et moi, j'ai compris toujours Feraoun Adib, Mohamed Zine, a bien décrit le Tlemcen traditionnel. Voilà. Et donc, et là, voilà, je suis un peu contrariée des fois, puisqu'on a Feraoun qui va être traité d'assimilé. On a Mamri. Alors là, c'est vraiment, c'est vraiment le pompon, comme on dit, puisque en plus, on ne l'a pas lu, on ne le connaît pas. Mamri était engagé en 1945 déjà. Ensuite, il va s'engager avec les libéraux, celui qui écrivait les éditoriaux. Ensuite, il va écrire les rapports à l'ONU pour dénoncer la torture. C'est le rapport à aller à qui? Au responsable du FLN. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Et Mamri encore va être persécuté par les parrains et exfiltré d'Algérie pour aller au Maroc. Tout ça, je rappelle, c'est dans l'avant-dernier livre. Oui. Bon, que les gens, disons, du commun ne le sachent pas, je veux bien le voir, mais les responsables du FLN de l'époque le savaient. C'est pas possible. Donc ils allaient les chercher, hein, ils allaient chercher les intellectuels, où tu marches, ou alors, bon, c'est bien ce qu'il est. Donc moi, c'est ces situations en situation de guerre, et je les connais bien, et donc quand on n'est pas, totalement, comment dirais-je, engagé comme eux le souhaitent, eh bien, vous êtes de l'autre bord. Et c'est évidemment parce que aussi, ils étaient kabyles, et leur culture, leur engagement se fait à partir de leur terroir. Ça ne peut pas être autrement. Donc on leur reproche ça, et alors la jambe rouge, n'en parlons pas. Alors là, c'est vraiment le... Voilà. Alors, donc, on est quand même obligé de le dire. Mais Jean Ambrouche, n'en parlons pas. On ne peut pas dire qu'on ne connaissait pas l'engagement de Jean Ambrouche. Il était public. Il était public, beaucoup plus que Feraoun, beaucoup plus que Mamri. Il était public puisqu'il écrivait à partir d'ici. Il y a ses papiers dans le monde. Il était l'intermédiaire entre le FLN et De Gaulle. Voilà. Donc moi, je me dis quand même, c'est comme ça que ça s'est construit. Et je suis quand même aussi outré par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est très très important, qui était Mustapha Lechalef, c'est parmi les grands intellectuels, et c'est lui qui va traiter ces trois intellectuels d'assimilés. Alors bon, c'est pas possible que ce soit des FLN petits, voilà, c'est possible, mais que ce soit quand même un grand monsieur comme Lechalef, ça voulait dire quand même que dès le départ, il y a une suspicion qui venait. On ne peut pas admettre qu'il y ait des intellectuels qui viennent de cette région parce qu'on la voit comme une région archaïque, sans culture, etc., etc. où il s'assimile ou rien. Donc il y a l'assimilation qu'exigeait la France, mais il y avait aussi l'assimilation qu'exigeait le FLN. C'est-à-dire, voilà. Puisque nous avons, si vous le voulez bien, puisque nous avons la chance d'avoir quelques contributeurs présents avec nous là dans la salle, oui. Peut-être le plus simple, plutôt que de vous poser des questions prévues sur tel ou tel article, ce serait de les faire venir parler de leur contribution en quelques mots, histoire de donner un peu une idée de oui. Ce qui est présent dans le livre. Oui. Je pense par exemple, si Jean-Pierre Faguière veut bien nous rejoindre pour nous parler... Sociologiquement. Voilà, sociologiquement. Vous pouvez venir là, j'ai prévu
Non, non, il faut C'est mieux parce que par rapport à Facebook, sinon on va se faire incendier par les internautes. Et moi je suis fragile. Venez, je vous en prie. Je vous ai prévu. Une chaise, vous avez le micro, et vous avez quelques minutes. Du micro, je vais essayer de parler fort. C'était encore un jour pour le son, c'est pour Facebook. C'est pour la technique, c'est pour la technique. Attends, je vais pas. Voilà. La première chose, c'est que je resitue Feraoun par rapport à ma génération. Je l'ai connu que très tardivement. J'avais 20 ans là, en 1962, mais j'avais été marqué déjà au lycée, comme beaucoup de mes camarades, par le problème de l'Algérie, disons, et la guerre d'indépendance. Ensuite, je suis devenu sociologue et, comme par hasard, à l'époque, je n'avais pas fait le lien, je me suis rapproché de Bourdieu et j'ai eu la chance d'être formé par lui, de travailler avec lui et de comprendre cette chose qui, chez Bourdieu, est très complexe, très difficile. En fait, je vais parler plus de Bourdieu que de Feraoun, parce que je pense que vous n'avez pas grand-chose à apprendre de moi par rapport à Feraoun, mais ça va être très intéressant de voir les liens très forts qui existent entre eux, aussi bien d'un point de vue émotionnel, intime, amical, et d'un point de vue engagement politique ou scientifique. Alors, c'était une parenthèse, je reviens là-dessus. Du coup, cette parenthèse me fait perdre le fil. Vous disiez, vous vouliez davantage parler de Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Pour Dieu, vous savez qu'il raconte dans son autobiographie que le choc, enfin, que le séjour en Algérie qu'il a fait a été pour lui un grand choc. D'abord en tant que soldat qui avait refusé de devenir officier, de rester simple soldat, ce qui est très important et qui était dû à une position éthique qu'il a essayé de tenir, et ensuite en tant qu'assistant, je crois qu'il était assistant à l'université d'Alger, question titre universitaire. Il était un très jeune normalien, il n'avait pas encore du métier, si vous voulez. Il avait fait uniquement une année d'enseignement dans un lycée avant de partir en Algérie. Et la chose qu'il remarque le plus, et le deuxième point le concernant, c'est qu'il découvre que le Béarn, qui était son pays d'origine, est d'une certaine manière identique d'un point de vue d'une analyse profonde de la société béarnaise, de la société kabyle. Il ne se sent pas dans un pays étranger, il se sent dans un pays. C'est ça qui est le moteur peut-être de tous ces travaux sur l'Algérie, qui sont en même temps liés à ces travaux sur le Béarn. Alors à peu près au même moment, il va faire un travail d'auto-analyse sur son propre, sur sa propre enfance et études, sur ses études, et sur la société, sur le point central de la société béarnaise de cette époque, c'est-à-dire le célibat des cadets. Voilà. Et il voit que cette société fonctionne, quand il est en Kabylie, sur un point à peu près, je pense, comparable. Petite parenthèse, il y a un film qui a été fait, un des seuls films, moi je trouve très passionnant, un film, disons, important, qui s'appelait La guerre sans nom, et qui a été fait dans la région, qui a été filmé avec ceux qui étaient partis en Algérie et qui habitaient la région de Grenoble, région aussi de montagne. Voilà. Et beaucoup de ceux qui avaient été interviewés étaient sensibles à au style de vie, à la manière d'être, etc. Donc il y a un point qui est commun. Alors un autre point qui est plus... Je crois que j'ai essayé j'ai mis l'accent sur ces... Et je ne voudrais pas en dire beaucoup plus pour laisser la place. Je crois qu'il y a un point très important pour comprendre leur amitié, c'est qu'ils ont une trajectoire très très proche l'un de l'autre du point de vue scolaire. Je crois que pour comprendre ce qu'était l'école dans la société coloniale, et si on veut aller au-delà de ce qu'on dit sur Camus, par exemple,
il faut comprendre que d'une certaine manière, le Béarn est l'école, oui, républicaine, l'école de Sebla, je l'appelle, c'est-à-dire de ceux qui, par leur origine sociale, ont, par une chance exceptionnelle, pu entrer dans le système scolaire, monter très haut, devenir des universitaires et parfois appartenir à l'élite, non seulement intellectuelle, mais politique en France. Je ne dirais pas de nom, mais vous avez tout ça en tête. Voilà. Et ce qu'ils ont, ce qui est vrai, ça m'a beaucoup frappé, c'est que beaucoup de sociologues des années 30, 40, peut-être même des pères fondateurs, comme Durkheim, on pourrait le dire aussi, viennent des régions, des provinces qui sont les dernières provinces, j'allais dire, annexées par l'État. Donc j'aurais envie de faire un lien entre l'État, d'une part, et l'école française. Voilà, c'est un peu ça. Oui, donc ils ont en commun d'avoir eu la même expérience, et je pense que cette expérience, elle est double. Elle est celle d'un sentiment de satisfaction et d'honneur, d'avoir réussi ce que peu d'élèves peuvent réussir, mais en même temps une attitude toujours critique à l'égard de l'école. Voilà. Et c'est ça qui est très très important dans leur attitude. Ils ont le même, Bourdieu dirait, le même habitus, c'est-à-dire une même expérience de la séparation de la famille, de la honte que parfois on éprouve dans ces classes, dans le système d'examen, etc. Le sentiment d'être des intellectuels, mais pas comme les autres, tout à fait. Voilà. Il faudrait. Et je pense que cette expérience, par rapport à celle de l'Algérie, ils en ont parlé beaucoup entre eux, ne se différencie que par un certain nombre de degrés, mais pas au-delà. C'est la même expérience. Et elle crée en même temps une complicité et une amitié, je crois, qui leur a permis de travailler ensemble. Alors après, ça je vais m'arrêter, je vais simplement dire que j'ai continué à voir ce travail du point de vue de ce que le romancier pouvait apporter aux sociologues, et ça c'est très important, du point de vue qu'il montre dans une sorte de monographie qu'on pourrait lire, une monographie avec des guillemets, du fils de pauvre. Il montre bien les deux dimensions dans cette famille, du père qui part et qui part pour travailler, comme travailleur immigré, et du fils qui part avec tous les honneurs et toutes les espérances de la famille. C'est un renversement complet en tant que futur étudiant et continuateur de la trajectoire familiale. Bon, je reste là. Merci. Pour laisser la place. Merci. Juste avant de donner la parole dans l'ordre d'exposer dans le livre à Emmanuel Saint-Christ, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, non pas le lien entre Camus et Feraoun, mais sur ce que Feraoun dit à Camus et en quoi il se différencie? C'est le domaine de la littérature, hein? Oui, je crois que... Non, c'est pas... Non, mais il doit y avoir une référence à une des lettres à Camus de Feraoun. Feraoun, dans la première lettre qu'il adresse à Camus, mais il n'est pas le seul à faire cette réflexion, évidemment. Il dit, moi, vos livres me sont très sympathiques, je reconnais quelqu'un de ma terre quand je vous lis, etc. Vous êtes un frère, mais enfin, les miens, je ne les vois pas dans vos... Dans la peste en particulier. Voilà, il parle de la peste notamment, hein, bien sûr, il peut aussi penser à l'étranger ou à d'autres, mais il lui parle de la peste. Donc déjà, il y a ça. Voilà, on n'est pas présent, on n'est pas représenté dans votre œuvre. Et puis après, on l'a dit, il y a la question effectivement de... Camus était pour Oui, enfin, oui. À la fin, il a évolué, voyant que l'indépendance était inéluctable. Enfin, il est mort, évidemment, il n'a pas eu le temps de le voir, mais à la fin de sa vie, on le sait, hein, il se dirigeait vers l'idée d'un fédéralisme, en tout cas un associationnisme, mais en tout cas pas l'indépendance. Alors que Feraoun, clairement, même s'il ne se fait pas d'illusions sur le FLN qui va prendre le pouvoir au terme de la guerre, il est quand même
par principe pour l'indépendance. Donc c'est ça qui les sépare. Il parle de déchirement, je crois, Féraoun, c'est ça. Oui. Ce que n'a pas Féraoun, même s'il a des Bien choses, sûr. etc. Et en même temps, c'est vrai, il y revient. On sent que, évidemment que Il y a des choses Camus lui est infiniment sympathique. Hein. Ça, voilà, Il y a parce que- vraiment un rapport fraternel. Oui. Et en même temps, Oui. ben, il est, comme vous dites, il est déchiré parce qu'il voit bien qu'ils sont sur des positions qui ne sont pas conciliables, qui sont divergentes. Oui. Monsieur Sacriste, voilà, Emmanuel. Alors vous avez fait un article qui s'appelle « La guerre s'infiltrait à l'intérieur de l'école comme une encre rouge », c'est une citation. Je vous donne la parole quelques minutes pour présenter votre travail. D'accord. Bonjour, Azul. Azul, c'est ça. Voilà, bon élève. Donc moi j'ai travaillé sur l'œuvre de Féraoun pendant mes études et je me suis intéressé à la représentation de la question scolaire dans toute son œuvre. Donc j'ai essayé, d'un point de vue méthode, d'extraire tout ce qui faisait référence à l'école en recherchant les différents textes qui étaient peut-être moins accessibles il y a 15 ans. Et du coup... Ben, je vous ai sollicité pour vous dire parler de ce point-là. Voilà. Et donc là, l'article parle de la période de la guerre d'indépendance, puisqu'on peut aussi trouver des références à l'école sur des périodes antérieures, notamment dans les années 30 ou les années 40. Et donc il y a 3 parties. Une partie sur ce qui se passe à Front National dans les écoles, c'est-à-dire la fermeture des écoles et leur occupation par l'armée qui va entraîner leur incendie par le FLN. Ensuite vient la grève scolaire du FLN l'année suivante. Hein. Il y a aussi la question de l'instrumentalisation des instituteurs musulmans, puisqu'il y a une distinction dans la gestion des postes entre les instituteurs européens et les instituteurs musulmans, notamment le fait que les instituteurs européens puissent se replier à Alger une année avant et les instituteurs musulmans sont laissés en poste en considérant qu'ils ne sont pas en danger. Et donc il y a de nombreux témoignages et c'est assez sidérant. Je pense que le journal, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sidération d'une manière générale quand on découvre cette œuvre. Et donc dans ce contexte, dans le journal, on retrouve vraiment ce qui va faire que Féraoun est vraiment mis en danger à Front National et qu'il va fuir à Alger. Il y a une seconde partie à Alger où il se retrouve finalement, et il se retrouve à chaque fois dans des écoles où c'est une espèce de vitrine, c'est-à-dire qu'à Front National, toutes les écoles quasiment autour de lui sont fermées sauf la sienne, et donc lui, comme il est un écrivain déjà connu, il y a une espèce de vitrine pendant la guerre où on va montrer que les écoles fonctionnent alors que ce n'est pas le cas. Et donc à Alger, il se retrouve au Clos Salambier, alors il gère un certain nombre d'écoles, y compris des écoles qui sont mises en place par l'armée, puisque l'armée prend en charge le fonctionnement des écoles de différentes manières. Et donc là, il témoigne de tout ce qui va se passer dans le cadre du plan de Constantine, avec les politiques scolaires qui évoluent au moment du plan de Constantine. Je produis. Et donc, cette période d'Alger, on va la retrouver notamment dans le roman qui devait être publié sous le nom de l'anniversaire et qui va être publié sous le nom finalement de la Cité des Roses, où on retrouve ce parcours du directeur d'école de 1957 à 1959. Et enfin, une troisième partie où je me suis intéressé à ce qu'il avait pu faire dans les CSE, parce qu'il y a un certain nombre d'articles qui ont été publiés dans les bulletins des centres socio-éducatifs, qu'on peut confronter aussi aux écrits quand il écrit des lettres à ses amis ou ce genre de choses, et où on voit quelqu'un qui est quand même assez sceptique sur ce qui se fait, d'autant que finalement quand on creuse un petit peu, il y a aussi l'inscription des centres socio-éducatifs dans les objectifs du plan de Constantine, et l'objectif final est que les CSE absorbent tous les centres de jeunesse de l'armée française, et c'est un petit peu cette absorption, si vous voulez, qui va être le contexte aussi de son assassinat. Et ce qui est intéressant, justement, je rebondis sur ce que vous dites,
Ce qui est très fort dans son... Enfin moi, on est plusieurs, d'ailleurs on en parlait avec Adélac, la loupe tout à l'heure. Ce qui est très fort dans votre article, c'est justement le recoupement entre différentes sources et qui vraiment qui donne un éclairage qui permet d'approfondir des choses qu'on savait ou qu'on pressentait plus ou moins, dont on avait une idée, mais en tout cas ça permet vraiment de creuser le fait de recouper différentes sources. Moi ça m'a beaucoup frappé. Oui, ça permet justement de voir pratiquement de voir la position de l'homme dans ce c'est un combat permanent contre la hiérarchie, contre les militaires, contre effectivement les mots d'ordre du FLN, etc. Et il est au milieu de tout ça. Et j'ai l'impression qu'il n'a qu'une vocation première, c'est les enfants. C'est ça, absolument, sauver les enfants. C'est son engagement, il est là. C'est tout ce que j'ai compris. Oui, alors peut-être sur son engagement, enfin moi, à la lecture que j'en fais, je pense qu'il y a, par exemple, dans les brouillons manuscrits du Fils du pauvre, donc en 1939, il explique qu'il y a dans la partie non publiée, il explique qu'il y a une descente de l'armée française dès 1939 à Tizi-Bel, avec la déportation de deux jeunes camarades à lui, on parle, je crois, comme des camarades, à Colombéchard. Et donc c'est un peu un événement fondateur dans en fait, il explique que toute la population voit qu'avec l'arrivée de la Révolution nationale de Vichy, pour le coup, on voit qu'il y a un changement de comportement des Français, et donc les gens s'enferment dans le silence parce qu'ils voient que dès 1939, la situation est très risquée. Ensuite, pendant ses études à l'école normale, il y a aussi l'histoire du démantèlement de la cellule communiste d'Ahmed Smaili, et qu'on peut les séparer. Donc il y a un certain nombre d'événements qui l'amènent à la prudence et au silence, je pense, déjà dans les années 30. Enfin, c'est la lecture que j'en fais. Merci. Je vais demander à notre troisième contributrice d'intervenir. Donc, Zineb Ali Benali, vous avez écrit un papier qui s'intitule Pharaon, l'avenir de l'écriture, posture d'auteur, position dans l'histoire et éléments de poétique. Je vous laisse le micro. Oui, c'est un titre un peu prétentieux parce que je voulais faire un peu le tour de cet homme, écrivain, romancier, etc. Et je partais de quelque chose que j'ai souvent travaillé, c'est la fabrique de la critique littéraire algérienne, nationaliste et exclusiviste. En fait, ça commence dans les années 50 et elle est initiée notamment par deux Kabyles, Mohamed Cherif Sahli et Ouzigan, qui reprochent d'abord à Mamri d'avoir écrit un roman pro-français. Il a même été dit qu'il n'aurait pas écrit son roman, ça serait général. Oui, voilà. Donc, c'est là où ça commence. Et je me demande, je ne suis pas historienne, mais moi je ne peux pas lire la littérature sans l'histoire et la sociologie. Je me demande s'il ne faut pas relier ça à ce qu'on appelait la question kabyle, le problème kabyle, etc. Cette différenciation qui va être induite dans l'idéologie FLN et qui en fait était une revendication pour la pluralité culturelle. Je vais très vite, hein, ça vaudrait le coup de regarder de ce côté-là. Et donc tout doucement, il y a l'article de l'Ashraf qui fait un véritable partage, une véritable ségrégation entre les écrivains nationalistes et les autres, les régionalistes. Il ne va pas aussi loin que les premiers. Les régionalistes, c'est Pharaon, c'est Mamri, voilà. Et c'est alors là, la pire des catégories, c'est celle des petits bourgeois, Assia Djebar et Mourad Bourgoul, et Malik Haddad. Enfin, voilà. Donc on a besoin de catégories parce que c'est l'idéologie FLN qui commence. Et moi, j'étais à Alger dans les années 70-80, et donc, moi j'étais on était dedans, et ça fonctionnait comme ça. Et moi, il y avait quelque chose qui me fascinait ou qui me faisait battre le cœur, c'est que Pharaon est un fils du pauvre, comme là, c'est un fils de paysan
même si son père a immigré comme moi, il y avait quelque chose, mais en même temps, c'était cet attachement à la terre, ce chant de la terre qu'il développe, et qui n'est pas de la pure littérature. Ça pourrait presque être traduit en berbère, en tamazight. C'était cela. Et puis, il y avait Feraoun est tout sauf un homme de la confrontation, même s'il a des positions très courageuses. Le ma'na chez les Kabyles, comme ça se trouve ailleurs, est très important chez lui. Il dit des choses avec beaucoup de subtilité. Et on en a fait le fils du pauvre, mais qu'était Camus? C'était aussi un fils du pauvre. On en a fait un prix Nobel de littérature. Et Robles, pareil. Et Robles, oui, c'était ça tous. Voilà, mais il était né de l'autre côté de la barrière. Et puis il était mal né puisqu'il était dit kabyle. Bon. Et donc voilà, c'est cela Feraoun, et la fabrique de la critique nationaliste algérienne s'est faite sur ce partage que Tassadi évoquait tout à l'heure et qui est là. Mais maintenant, pour revenir à l'œuvre de Feraoun, je crois que beaucoup de choses ont été évoquées. Comment est-ce qu'il devient écrivain en laissant beaucoup de choses et en disant... Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que Feraoun est peut-être le premier écrivain féministe. Tout à fait. Il donne la parole à la femme. N'oublions pas où est-ce que, à quelle époque nous étions et quel homme était Feraoun. Il était de sa société, de son temps. Il donne, il y a un journal d'une femme. Et autre chose qui est plus important, qui est dans son journal, il est le premier, c'est le premier écrivain, Tassadi, tu l'as dit, de la guerre. Il est le premier à dénoncer par écrit le viol des femmes par le FLN. Moi, j'avais fait une intervention à Alger il y a une dizaine d'années. Je me suis fait descendre par des amis. Tu oses dire que le FLN a violé? Ben oui. Des hommes en guerre sont généralement des violeurs. Et il est le premier à en parler. Mais toujours, à la fois fermement, il faudrait qu'on étudie vraiment le style de Feraoun en tenant compte de la stylistique kabyle, entre populaire, hein, pas savante, entre nuances, dire sans dire et dire très fermement. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau qui est très très important. Il a été le premier à le dire. Et tout à l'heure... Attends, il y a autre chose aussi. Oui. Donc il a dénoncé le fait que les filles n'aillent pas à l'école. Hein, donc il le dit, voilà, dans ses classes, il n'y avait pas beaucoup de filles. Ensuite, ça a été le premier à parler des relations entre chrétiens et musulmans. C'est le seul. Oui. C'est le premier et le dernier. Personne ne parle de la minorité chrétienne en Algérie et surtout en Kabylie. Donc c'est le seul. Ensuite, le seul aussi, romancière, à parler de l'immigration. Oui. Mais c'est extraordinaire. C'est le premier. Extraordinaire à parler de l'immigration et en plus des conséquences de l'immigration. Qu'est-ce que c'est qu'une femme française qui débarque en Kabylie? Ça. Ensuite, à parler de nous montrer une Kabylie qui était dans le monde. C'est-à-dire, dans le jour de Kabylie, il décrit les villages, là vraiment comme un ethnologue, où il dit, mais en Kabylie, on est dans le monde, quand il y a un groupe qui est comment dirais-je, qui est communiste, l'autre il est fasciste. Voilà. Mais je trouve ça extraordinaire, mais extraordinaire. Donc il décrit, voilà, les mentalités. C'est une image du monde. Le village kabyle est une image. Une représentation du monde et que c'était pas du tout un monde coupé. Exactement. Et comment il le rapporte à sa culture. Oui, oui. Je trouve ça extraordinaire. Et quand il écrit à Camus, je le cite, il dit « Je rêve d'écrire, de représenter les miens, d'écrire comme vous un roman des miens. » Il est bien conscient que Camus ne parle pas de lui. Il est bien conscient. Et il dit, Camus me dit qu'il n'envisage pas de venir en Algérie et de devoir demander un visa, mais il ne sait pas que moi, chaque fois que je vais en France, je demande une autorisation. Vous voyez, il le dit comme ça. Ça passe, c'est cette notion de... Enfin, ça glisse, c'est la nuance, c'est le mana, mais en même temps, il est très très ferme, ses positions, je crois. Vous l'avez tous les deux dégagé. Autre chose, parce que je parle d'autre chose que de mon article, autre chose, c'est que Feraoun, je vous disais, c'est le premier féministe, mais à la fois dans son écriture, mais dans sa vie, il pousse sa fille, son aînée, Didi, très très loin. Il l'emmène en France,
malgré la désapprobation du père. Voilà, donc, et en même temps, il dit, je vais en France pendant le Ramadan. Le père sait que je ne fais pas Ramadan. Donc, voilà, c'est tout le temps comme ça. Et vraiment, le journal reste un document, à la fois par son aspect tragique, hein, le dernier texte date de 3 jours, je crois, je me rappelle très bien, avant la mort, et en même temps, c'est un document sur la guerre inégalé. À la fois comme écrivain. Je peux ajouter un petit truc, c'est que ça va choquer la salle. Ça va choquer la salle de le dire. Bah aussi, c'est le seul romancier qui fait allusion à l'homosexualité. Oui, aussi. Feraoun, Mamri, si, Mamri en parle. Non, mais Feraoun, c'est plus fort. Le journal, oui. C'est plus fort, la représentation. Oui. Comment est-ce qu'on les perçoit, mi-normal, je sais pas quoi. Enfin, il le dit, c'est très très imagé, mais c'est quand même... Et Mamri, ça. Et moi, j'aimerais, pour rebondir sur ce que tu disais, Zineb, sur les rapports de genre, enfin, et toujours dans la subtilité, il suffit de penser au Fils du pauvre qu'on connaît tous, qu'on a tous lu, c'est comment il montre, alors bien avant qu'on parle d'études de genre, que tout ça soit théorisé, etc., il montre comment, justement, ces rapports de genre, ces positions de genre, conditionne à la fois donc les petites filles, bien sûr, mais aussi les petits garçons. Quand on voit Fouroulou qui dit lui-même j'étais le petit mâle, je pouvais faire ce que je voulais, frapper ma sœur, on m'encourageait. C'est vrai ça. Donc ça c'est aussi c'est avant-gardiste à un point incroyable. Personne d'autre ne fait ça à cette époque. Alors, je voudrais terminer un dernier point sur sa poétique. Justement, je parle de la naissance de l'écrivain. Comment est-ce qu'on devient écrivain? Et ça commence par l'école. Dib, Feraoun, Mamri, c'est l'école. Et lui, il raconte son entrée à l'école. C'est justement, on lui donne, sa mère lui prépare un bol de couscous. Il fallait diverses conditions pour qu'il puisse manger. Et donc c'est la nourriture de la mère. C'est ce que donne la mère. Et le père vient, dit, non, il ne va pas manger, il va aller à l'école. Mais laisse-le, son burnou, c'est sale, je vais le laver. Non, il va. Et donc, il y a cette coupure avec la mère qui est très importante, qui est vraiment la première naissance de l'écrivain. On la retrouve chez Catel, de façon différente, mais chez Catel. L'autre moment, c'est un jour, il fait l'école buissonnière, il va avec ses camarades au bord de la rivière, il apprend à jouer de la flûte. Il fait une flûte et il revient. Et le père dit à la mère, reste tranquille, ne sois pas inquiète, le voilà. Il va apprendre à chanter. Et c'est là où quelque chose aussi se passe, qu'on retrouve chez Catel, c'est qu'il va laisser de côté, pour le moment, la culture populaire, la culture, on va dire atavique, mais le mot c'est pour le désigner, et il va aller à l'école. De ce jour-là, je suis devenu le meilleur élève. Je n'ai jamais raté. Et là aussi, le père ne le bat pas, ne le gronde pas. Il passe par cette main-là. Voilà. Merci. Bon, il y a encore certaines questions, il y a certains éléments qui ont déjà été donnés, notamment les raisons de lire aujourd'hui Feraoun, son actualité et l'urgence de le lire. Avant de donner la parole à la salle, allez-y. Il y a une seule chose dont on n'a pas, on a dit beaucoup de choses là en 50 minutes, mais il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, et ça on y avait aussi tenu avec Tassadit quand on a pensé cet ouvrage, c'est qu'on a quand même 3 écrivains qui apportent leur regard sur Feraoun, et des écrivains actuels, enfin d'aujourd'hui, donc, et de générations différentes, puisqu'on a Tahar Bekri et Habib Tengour, donc, qui appartiennent à une certaine génération, et plus jeune, on a Samira Negrouche. Voilà. Oui, mais il y a aussi des témoignages des écrivains anciens. Il y a Amrouche, qui est encore. Oui, bien sûr. Dans il y a les magazines, il y a une partie annexe. Il y a une partie annexe avec des documents, précisément, on y a fait référence avec les lettres à Bourdieu. Voilà, il y a un certain nombre de documents. C'est une mine, c'est une lecture originale à bien des titres, et puis ça permet effectivement de se rendre compte que l'œuvre de Feraoun, l'homme Feraoun, son travail sont indispensables aujourd'hui. Alors je donne la parole à la salle, tant pis pour les questions qui étaient prévues. Qui veut commencer? Qui va oser? Mademoiselle Messaoudi. Ah, Nafa, allez. Tu peux lui passer. Oui, je peux me lever. Hein. Non, on va te donner le micro. Voilà, d'accord. On t'enregistre pour l'éternité. Merci, mademoiselle. Vas-y. Voilà. Merci. Merci. Oui, en fait, moi, ce que je vais évoquer,
c'est la dimension théâtrale qu'il y a. Dans ma petite fenêtre, j'ai pu percevoir, notamment jour de Kabylie, Oui. mon village. C'est ça. Sincèrement, j'ai eu la chance de l'interpréter, de jouer tout le chapitre. Vraiment, je voyais du Pagnol. Surtout lorsqu'il lui dit là, c'est le village versus l'immigré. C'est ça. Et Ne fais pas le pharaon, mon petit, avec ton beau costume et ta valise. N'oublie pas que ce costume perdra bientôt ses plis, je m'en charge. Il sera taché d'huile, couvert de poussières invisibles qui lui enlèveront son éclat. J'y mettrai des mythes, moi. Et un jour, qui n'est pas lointain, tu le sortiras pour le porter au champ quand tu iras défricher. Alors, tu vois ce qui l'attend? je m'arrête là, sinon je vais aller jusqu'au bout. Voilà, donc ça, les théâtres, les adaptateurs, à vous de jouer. Il y a des acteurs qui peuvent rentrer dans la danse. On me dit que Salah Abdiani est ici aussi. Oui, j'ai vu Salah, au fond de la salle, donc il a contribué aussi au volume. Ouais. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, parce que tu as écrit sur le journal Salah. Si, venez. Ne faites pas le timide au fond de la classe. Oui, parce que... Vous êtes caché, c'est pour ça. Eh bien, encore, vous êtes comme moi, vous inquiétez pas. Bonsoir à tous. Alors moi je me suis intéressé au journal. Ouais. Alors je me suis intéressé au journal d'abord du point de vue littéraire. Pour ma part, j'estime que c'est le texte le plus abouti malgré le fait qu'il soit fragmentaire. Pourquoi le plus abouti? C'est très simple, parce que dans ce texte, Pharaon se donne à fond et il écrit le plus spontanément possible. C'est-à-dire avec son humanité la plus, je dirais, la plus brute. Ce qui donne un texte qui fait participer pas mal de formes d'ailleurs. Alors ça a été signalé par Christine Cholet-Rachaud en 2011, mais depuis il y a pas mal de travaux qui se sont intéressés à cette dimension littéraire encore plus poussée que dans les textes écrits auparavant. Alors j'aimerais aussi, je me suis aussi intéressé à ce texte du point de vue de ce que j'appelle la générosité littéraire. Parce que c'est un texte qui s'adresse... Plus fort, je ne peux pas aller plus fort que ça, malheureusement. J'ai une petite voix, donc. Alors, je disais à l'instant que je me suis intéressé à ce texte du point de vue de ce que j'appelle la générosité littéraire. C'est-à-dire du point de vue de cette littérature qui s'adresse à l'avenir. Et j'ai pensé à l'instant à Camus, à l'une de ces phrases qui clôture L'homme révolté, qui est quand même un texte de mesure, de pondération. Et une phrase qui est toujours d'actualité, qui dit ceci. Alors, elle est très connue. La générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et le journal, c'est un texte qui donne tout au présent. Et cette phrase peut communiquer avec la dernière phrase de Pharaon qui clôture le fils du pauvre. Quand il dit à son père, tu leur diras là-haut que je n'ai pas peur. Donc cet affrontement me semble, ou cette volonté d'affronter les épreuves me semble très, très importante. Alors, un dernier point à signaler, c'est l'actualité de Pharaon. Alors, je pense qu'il n'a pas à se défendre, il n'a pas besoin de se défendre, ses écrits le défendent au-delà de toute considération. Alors, pour ma part, j'ai fait une recherche qui a porté sur la littérature algérienne des années 90. Et, une thèse qui vient d'être publiée d'ailleurs. Et l'intérêt de cette littérature, c'est qu'elle a tenu compte de ce que j'appelle les enseignements de Pharaon. Parce qu'il existe bel et bien, ils le sont pharaoniennes, ils le sont camusiennes. Et ce sont des leçons qui rejoignent les écrits de Derrida, les écrits de Tillon et pas mal d'intellectuels et de penseurs. Et justement, les écrivains algériens de ce tournant du siècle, de manière générale, je pense qu'ils se sont emparés, peut-être un peu tardivement, mais d'une manière très intelligente, de l'œuvre de Pharaon. Alors, il n'existe pas d'écrit historique sur la guerre civile qu'on vient de traverser, qui a été balayé, évincé, complètement effacé. Mais aujourd'hui, si on s'intéresse à cette période du point de vue historique, on doit relire la littérature des années 90,
2000. Tous les écrivains majeurs de cette période se sont emparés de l'œuvre de Ferron et ils ont puisé dans le journal qui reste une mine d'or sur ce point. Je pense notamment à Nordin Salti qui est passé par ici. Je pense à Ben Malek, peut-être le plus audacieux. Je pense aussi à Salim Bachi, qui donne une épaisseur littéraire à tous ces enseignements. Mais je pense aussi, pour rejoindre ce qui vient d'être dit à l'instant, à cette portée à la fois sociologique, culturelle, politique de ce texte. Et je pense à Meissabé qui est parti, je pense, d'une séquence qui est présente dans le journal pour en faire tout un roman. C'est toute une réflexion sur le viol colonial, dans toutes ses dimensions, mais aussi sur le viol comme une arme de guerre, donc d'un point de vue historique, politique, mais aussi comme expérience de métissage et de rencontre. Il se trouve que les littératures algériennes et francophones, de manière générale, s'inscrivent dans cette expérience du viol qu'on finit toujours par transformer en objet littéraire de manière à le dépasser. Donc voilà les trois dimensions qui me semblent importantes à signaler. C'est un écrit éminemment littéraire, c'est un écrit très généreux, et enfin c'est un texte d'actualité. Et j'aimerais juste signaler un autre petit détail. C'est un texte qui se lit surtout en relation avec d'autres textes. Je pense à un texte de Benjamin Stora, La guerre invisible. Et cette guerre invisible, bien sûr, elle fait référence à la guerre des années 90, à la guerre civile qui a été évincée rapidement. En fait, cette culture du silence, cette culture de l'effacement a été héritée de la guerre d'Algérie. Donc il était le premier à s'intéresser à cette culture du silence, à cette culture de la violence aussi, parce que les deux vont de pair, malheureusement. Et voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je m'arrête là, et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole dans la salle, poser une question? Sinon, je vais, comme pour les enchères, je vais taper 3 fois. Personne, pas d'autres réactions? Non? D'accord. Eh bien, écoutez, de toute façon, nous allons nous retrouver à l'étage autour du pot de l'amitié, où vous aurez l'occasion à la fois de vous faire dédicacer l'ouvrage. Je vous donne 3 informations avant de partir. Le 8 novembre, nous recevons donc Xavier Leclerc pour son livre Un homme sans titre. Il y a une exposition d'une jeune photographe qui retrouve sa Kabylie natale à l'occasion de la période des récoltes des olives. Et ça va être l'occasion, y compris avec pas mal de jeunes générations, parce que la CB a besoin de se renouveler, de poser la question du rapport à la Kabylie, à l'identité ou au patrimoine kabyle. Il y a un stage de Bendir qui va avoir lieu, je n'ai pas le jour, c'est la semaine, voilà, on voit plus clair, Pépère nous voit plus clair, avec, voilà, ça c'est, alors une information aussi, je vous annonce la sortie d'Apprendre à parler kabyle en jouant, c'est signé par Karim Kerbous, qui est le prof ici à la CD. Et donc, je n'ai pas encore feuilleté, mais c'est un opuscule qui est disponible. Et dernière information, puisque Samia Messaoudi est dans la salle et que nous sommes là hors sujet ACB, c'est le programme délivré qui est un salon du livre féministe qui va avoir lieu le samedi 14 et le dimanche 15 octobre. Il y a toutes les informations, je crois, dans les dépliants qui se trouvent à l'étage. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci.